La communauté européenne confirme son engagement aux côtés du Mali. Elle vient de lancer la mission européenne de formation de l'armée malienne et débloquera un appui budgétaire pour aider notre pays à réaliser ses priorités, dont 20 millions d'euros pour stabiliser les acquis. Audience de confirmation des charges contre l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo ce mardi à La Haye. Il est soupçonné d'être co-auteur indirect de 4 chefs d'accusation de crimes contre l'humanité. L'audience déterminera si oui ou non les preuves sont suffisamment solides pour aboutir à un procès. L'axe routier Bamako-Gao à nouveau ouvert au trafic, au grand bonheur des populations qui peuvent ainsi rejoindre leurs parents. Nos envoyés spéciaux étaient à l'arrivée des premiers cars à Gao. Madame, Monsieur, bonsoir. Mardi 19 février, bienvenue dans ce journal. Le Burundi va envoyer un bataillon d'infanterie et une compagnie de génie militaire au Mali dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. L'annonce a été faite ce matin au président de la République par intérim, Dioncounda Traoré, par le ministre burundais des Relations extérieures et de la coopération internationale au cours d'une audience. Laurent Kavakouré est porteur d'un message du président Pierre Nkurunziza à son homologue malien. Dioncounda Traoré a également reçu en audience le ministre délégué français chargé du développement au centre des échanges, la reprise de l'aide au développement de la France en faveur de notre pays. Reportage de Bourama Traoré. Un soutien de plus au Mali dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Il vient du Burundi. Le ministre burundais des Relations extérieures et de la coopération internationale s'est entretenu ce mardi avec le président de la République par intérim. Laurent Kavakouré est porteur d'un message du président Pierre Nkurunziza à son homologue malien de procès Dioncounda Traoré. Un message dans lequel le chef de l'État burundais exprime sa solidarité et son appui au Mali pour une sortie de crise. Notre pays, qui a de très bonnes relations d'amitié et de coopération avec le Mali depuis très longtemps, a voulu répondre à cet appel à la solidarité internationale et c'est pourquoi nous avons offert une contribution en termes de troupes pour faire face à cette menace islamiste, à cette menace terroriste. Nous avons précisé que nous pouvons mettre à la disposition du Mali tout un bataillon d'infanterie, une compagnie de génie, et tous les officiers qui seraient requis pour mieux définir la tactique et servir d'observation. L'autre bonne nouvelle du jour, c'est la reprise de l'aide au développement de la France en faveur du Mali. Le ministre français chargé du développement l'a officiellement annoncé ce mardi au président Dioncounda Traoré au cours d'une audience. Elle avait été suspendue suite au coup de force du 22 mars 2012. Cette reprise de l'aide française permettra de mettre en œuvre certains projets prioritaires. Nous, Français, nous sommes très attentifs à ce que les bailleurs qui apportent et qui vont apporter de l'aide internationale, l'Union européenne, la Banque mondiale et les différentes organisations non gouvernementales, se coordonnent au mieux avec l'administration malienne, avec le gouvernement malien et les autorités locales qui ont un rôle important à jouer pour que cette reprise de l'aide soit la plus efficace possible, la plus transparente possible et touche les populations concernées, par exemple permettre de rétablir des infrastructures qui sont aujourd'hui endommagées, permettre aux réfugiés et aux déplacés de revenir chez eux dans des bonnes conditions de sécurité. Le ministre Pascal Canfin a également annoncé au président Traoré l'organisation d'une conférence internationale des donataires en faveur du Mali prévue au mois de mai prochain. Une initiative de la France qui vise à aider notre pays à faire face aux défis du moment. Et le président de la République par intérim continue de recevoir des dons en faveur de l'armée. Dioncounda Traoré a reçu aujourd'hui des dons de différentes associations. Tout à l'heure, le reportage de Bourama Traoré. Au courrier départ de la présidence, le président de la République par intérim a adressé ce jour un message de condoléances au roi d'Arabie Saoudite, Sa Majesté Abdullah Ben Abdul Aziz Al Saoud, suite au décès de son frère survenu des suites d'une longue maladie. En cette douloureuse circonstance, le professeur Dioncounda Traoré a exprimé à Sa Majesté et au peuple saoudien ses condoléances les plus attristées.
La commission nationale au dialogue sera mise en place à la fin de ce mois. C'est le Premier ministre qui l'annonce en marge de sa visite à Paris. Django Sissoko a rencontré cet après-midi le ministre français des Affaires étrangères. Laurent Fabius estime que le dialogue doit concerner toutes les composantes du Mali. Il estime aussi que le MNLA ne représente pas tous les Touaregs du Mali. Écoutons-le. Oui, c'est une question qui n'est pas facile, bien sûr, car il y a deux principes sur lesquels je pense que tout le monde, que ce soit au Mali, en France ou dans les États voisins, est d'accord. Il faut qu'il y ait des discussions. Mais ces discussions doivent respecter deux principes. D'une part, l'intégrité du territoire, et d'autre part, la renonciation au terrorisme. Voilà, ça, ce sont des principes sur lesquels le Mali, les autorités du Mali sont d'accord, les Français sont d'accord, et l'ensemble de la communauté internationale. Intégrité du Mali, renonciation au terrorisme. Alors, dans ce cadre, se pose évidemment la question du MNLA, qui est une question qui n'est pas seulement juridique, qui est une question aussi concrète. Nous souhaitons qu'il y ait dialogue avec les uns et avec les autres. En même temps, on comprend bien qu'il ne peut pas y avoir de dialogue si le groupe avec lequel on veut dialoguer dit « moi je ne veux pas l'intégrité du Mali » ou bien « je conserve des forces armées », alors que dans une république, il y a une force armée qui s'appelle la force armée de la République. Et donc, il faut trouver des voies et moyens pour que le dialogue ait lieu et qu'il tienne compte de ces principes et qu'en même temps, tout le monde se sente à l'aise. Donc, le Premier ministre va installer la commission du dialogue dans les semaines qui viennent, juste avant la fin du mois. Et nous souhaitons que chacun se sente bien. C'est pas très facile, parce qu'il y a des contradictions. Vous soulignez dans votre question avec juste raison. Mais nous pensons que si on veut sortir des difficultés qui ont été connues quand même depuis pas mal d'années, il faut que la diversité soit représentée, mais dans le respect de ces principes. Parce qu'il n'est pas question qu'il y ait plusieurs républiques dans la République ou plusieurs armées dans l'armée. Des propos recueillis par nos envoyés spéciaux Ibrahima Traoré et Aliou Touré. Django Sissoko a reçu également en audience le ministre français de la Défense pour faire le point de l'opération Serval au Mali. Hier lundi, le Premier ministre était à Bruxelles où il a rencontré le vice-premier ministre belge. C'était après un déjeuner de travail avec certains parlementaires européens avec à leur tête Louis Michel. Django Sissoko s'est entretenu ensuite avec le commissaire de l'Union européenne chargé du développement. Le chef de gouvernement a enfin rencontré le président de la Commission de l'Union européenne, José Manuel Barroso. Le point avec nos envoyés spéciaux Ibrahima Traoré et Aliou Touré. Palais d'Egmont, à Bruxelles, le chef du gouvernement y rencontre le vice-premier ministre belge. Son pays accompagne le Mali à retrouver très vite la paix et la stabilité à travers le soutien à l'opération Serval. Leur entrevue a essentiellement porté sur la coopération bilatérale et multilatérale. Je voulais simplement confirmer que l'opération européenne peut démarrer. Nous l'avons annoncé aussi ce matin en Conseil des Affaires étrangères, puisque tout est en place maintenant pour que et le Conseil et la formation puissent démarrer rapidement sur place. La coopération au développement va aussi reprendre et je pense que c'est important. Nous sommes très sensibles à cet engagement et nous poursuivrons aussi nos efforts pour organiser les élections à la date du 31 juillet. C'est l'échéance que nous nous sommes fixée. Les opérations militaires importantes sont à présent pratiquement terminées. Il reste la sécurisation et la stabilisation de ces régions. Et je pense que dans les semaines à venir, cette sécurisation et cette stabilisation produira également les effets attendus.
Le Premier ministre s'est ensuite rendu à Berlemont, qui abrite le siège de la Commission de l'Union européenne. Django Sissoko a rendez-vous ici avec le président de l'institution. José Manuel Barroso annonce officiellement le lancement de la mission européenne de formation de l'armée malienne, ce qui intervient après la reprise progressive de son aide publique au développement du Mali d'un montant de 250 millions d'euros. L'UE a aussi débloqué 20 millions d'euros pour aider à la stabilisation du Mali, une somme notamment destinée au rétablissement de l'état de droit et des services publics. Barroso annonce enfin une conférence des donateurs pour le Mali mi-mai à Bruxelles. L'Union européenne est le plus grand donateur du Mali. Donc si nous-mêmes nous faisons cet effort, nous sommes dans une bonne position pour mobiliser d'autres bonnes volontés qu'il y a partout dans le monde et qui peuvent donner une contribution concrète au soutien au Mali. Mais notre idée, c'est une idée d'ensemble, n'est-ce pas, la reconstruction du Mali dans son ensemble, pour mobiliser des ressources pour des aspects essentiels pour la démocratie, pour l'économie, pour le développement, pour la paix. En vous remerciant de votre engagement, du renouvellement de votre engagement, je voudrais vous assurer que le peuple malien utilisera à bon escient toute l'aide que l'Union européenne va lui accorder à la suite de cette conférence. Développement au Mali, il en a été largement question avec Andris Piebalgs. Le Premier ministre a partagé avec le commissaire de l'UE chargé du développement les priorités du pays. Nous sommes en train de préparer le contrat d'appui budgétaire qui pourrait aider le gouvernement à donner les services de base à la population de Mali. Et le troisième, bien sûr, nous sommes aussi prêts à accompagner le processus des feuilles de route. Le Parlement européen n'entend pas rester en marge pour soutenir le Mali à faire face aux défis actuels. Certains députés, avec à leur tête Louis Michel, ont invité le Premier ministre à un déjeuner de travail. Les échanges ont essentiellement porté sur le processus politique en cours au Mali qui doit aboutir à des élections crédibles. Les parlementaires européens se sont réjouis surtout des efforts menés par les autorités de la transition pour l'atteinte des objectifs recherchés. Et les parlementaires européens estiment aussi que la gestion de la crise malienne doit être une priorité pour la communauté internationale. Ils ont rassuré le Premier ministre du soutien total de leur institution. Après leur séance de travail avec le chef de gouvernement, nos envoyés spéciaux ont recueilli quelques réactions suivantes. Une crise comme celle qui s'est produite au Mali nous touche directement. C'était à côté de chez nous. On ne devrait pas se permettre. On devrait réagir solidairement. Nous avons les instruments nécessaires. Nous avons le traité de Cotonou qui n'est pas seulement un traité d'échanges commerciaux, qui est aussi un traité politique, de solidarité, de valeurs, Et donc, l'information que nous avons reçue aujourd'hui de la part du Premier ministre est très importante, notamment pour ce qui concerne le processus électoral qui doit se tenir au Mali et qui contribuera certainement à la stabilisation du pays. Et nos efforts sont des efforts de soutien, de solidarité. Il faudrait néanmoins que ça n'en reste pas à des déclarations du Parlement. Il faudrait que la voix du Parlement soit entendue par nos gouvernements, par nos exécutifs. Que dans ce cadre-là, dans le cadre de la stabilisation du Mali, du retour à la démocratie, de la tenue d'élections, qui est un sens, qui soit porteur d'espoir vraiment pour le pays. Là, l'Europe a une expérience. Je fais mon mea culpa. Je dis que nous aurions dû probablement soutenir le Mali plus tôt. Je pense aux femmes, certaines ont été violées. Je pense à tous ceux qui ont souffert de cette guerre. Je sais que la justice se met en place dans votre pays. Et là, je pense que nous pouvons être des alliés. Vous avez les forces, mais nous pouvons vous aider à en avoir davantage. Et je pense que l'amitié qui unit notamment le Parlement malien et le Parlement européen est très forte, elle est très longue. Je pense que le Premier ministre doit être certainement aujourd'hui convaincu que le meilleur allié du Mali, c'est le Parlement européen. Absolument, tous les grands partis politiques étaient représentés à ce déjeuner et chacun, nous avons assuré le Premier ministre de la disponibilité, de l'engagement, de la détermination
de la volonté solidaire d'une large majorité du Parlement européen de soutenir toutes les initiatives maliennes qui vont dans le sens de la consolidation démocratique, de la souveraineté, de l'unité du pays, de l'unité territoriale du pays, de l'intégrité territoriale du pays. Et donc je pense qu'il va repartir avec la conviction qu'il a ici un allié de poids pour l'aider à, dans le fond, recréer les conditions de la démocratie et refaire du Mali ce que le Mali était, c'est-à-dire un exemple de démocratie. De son côté, le Parlement de la CEDEAO a envoyé au Mali une commission ad hoc chargée de travailler sur les crises du Mali et de la Guinée-Bissau. La délégation conduite par le vice-président du Parlement de la CEDEAO a rencontré successivement le président de l'Assemblée nationale par intérim et le ministre de l'intégration africaine. Les détails des discussions avec nos reporters Alou-Séné Touré et Adama Kodjo. La commission ad hoc est une structure ponctuelle créée au sein du Parlement de la CEDEAO et qui a pour mandat de travailler sur les crises du Mali et de la Guinée-Bissau. L'étape du Mali va consister à rencontrer les acteurs politiques et les membres de la société civile. Avec le président de l'Assemblée nationale et ses collaborateurs, il s'est agi d'une séance d'écoute des honorables députés sur l'évolution de la crise de son début à nos jours. Et vous connaissez ce que la CEDEAO a joué comme rôle, n'est-ce pas, dans la prise en charge des problèmes que nous avons vécus depuis un an. Elle continue donc à travailler pour connaître l'évolution de la situation et proposer au niveau du Parlement de proposer des solutions de sortie de crise. Même démarche auprès du ministre des Maliens de l'Extérieur et de l'intégration africaine. Je tiens donc à vous remercier pour cette marque de confiance que vous avez eue en mettant en place une commission ad hoc au sein de votre Parlement pour s'occuper de la crise du Mali et de celle de la Guinée-Bissau. Très satisfaits de ces différentes rencontres, les membres de la commission ad hoc, qui poursuivront leurs rencontres à d'autres niveaux, entendent apporter leur contribution à la résolution définitive de cette crise. Aujourd'hui, nous sommes rassurés parce que nous avons rencontré les autorités du Mali. Le programme de la commission ad hoc prévoit des séances de travail avec les commissions défense et affaires étrangères et les présidents des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale. La commission aura également des rencontres avec la société civile, notamment le collectif des ressortissants du nord du Mali. Le directeur de l'information et des relations publiques des armées convie les médias nationaux et internationaux à la cérémonie de clôture de la réunion du concept d'opération réajustée de la MISMA ce mercredi 20 février à partir de 10h dans la salle de conférence de l'école de maintien de la paix. La cérémonie sera présidée par le représentant spécial du président de la Commission de l'Union africaine au Mali, Pierre Bouyoya. Le ministre français délégué au développement a bouclé sa visite au Mali par une conférence de presse. Pascal Canfin a fait le point de sa visite à l'intérieur du pays et de ses échanges avec les autorités de notre pays. Pour le ministre, l'heure est à l'identification des besoins et la priorité sera de faire fonctionner les services sociaux de base. Nous faisons le point avec Modibo Mariko. Ça y est, la France signe officiellement la reprise de sa coopération avec le Mali. Pas d'enveloppe annoncée au cours de cette conférence de presse. La raison à cela est toute simple, a affirmé le ministre français délégué au développement. L'heure est à l'identification des besoins. J'ai donc rencontré un certain nombre d'acteurs pour identifier les projets prioritaires que nous allons soutenir et financer. Nous, Français, mais bien évidemment en partenariat avec l'Union européenne et l'ensemble de la communauté internationale. J'ai eu l'occasion aussi de rencontrer un certain nombre d'autorités maliennes, du président de la République à des élus locaux, en passant par un certain nombre de membres du gouvernement. Nous avons évoqué les questions d'aide publique au développement, les questions de relance de cette aide, des priorités sur l'ensemble des régions, sur les secteurs. Dans l'immédiat, la priorité sera la mise en place et le fonctionnement des services sociaux de base en vue du retour des réfugiés dans le pays. Et les autres types de coopération reprendront où et quand la situation le permettra, a affirmé le ministre français.
On sait la France, dans le cadre de la coopération bilatérale, était présente au Mali avec une enveloppe de 150 millions d'euros gelée à cause des événements de mars dernier. Et dans le cadre de l'Union européenne, au titre de l'aide budgétaire, notre pays bénéficiait de 250 millions d'euros. Avec la crise, d'autres besoins s'ajoutent et nécessiteront des sources de financement innovants. Le ministre délégué français chargé du développement a annoncé pour cela la conférence des donateurs de l'Union européenne qui déterminera ainsi une enveloppe globale. La France, avec le Mali, est en train de gagner la guerre contre les terroristes, mais il y a en vue une autre guerre plus difficile à gagner, celle pour la paix. Nous sommes évidemment extrêmement attentifs, par exemple, à ce que les commissions pour la réconciliation et le dialogue qui sont prévus se mettent en œuvre et que l'ensemble des étapes soient effectives de cette feuille de route, parce que sans cela, effectivement, il ne peut y avoir de vivre ensemble qui reviennent. Nous sommes aussi très attentifs à la question des exactions. La France ne tolérera pas les éventuelles exactions, a averti le ministre français au nom du mieux vivre ensemble. Alors, le Mali est-il sous tutelle française? Question d'un confrère, pas du tout. La feuille de route, la réconciliation, les projets et programmes de développement sont d'abord de la responsabilité des Maliens avant d'être de celle de la communauté internationale, a-t-il répondu. Mais non sans ajouter, faisant allusion au MNLA, que son pays ne déterminera pas avec qui le Mali doit dialoguer. C'est aux Maliens et à travers la commission dialogue et réconciliation qui sera mise en place de les définir, a-t-il conclu. Et puis, une bonne nouvelle pour les populations de Bamako et environ. Bientôt, les travaux du projet de renforcement de l'alimentation en eau potable de Bamako vont reprendre. L'annonce a été faite par le ministre français délégué chargé du développement, Pascal Canfin. C'était au cours d'une visite qu'il a effectuée cet après-midi sur le site de Missabougou, en commune 6. Rappelons que ce projet d'eau est financé par l'Agence française de développement et le gouvernement du Mali à plus de 7 milliards de francs CFA. Reportage de Abdraman Maïga. Une bonne utilisation de l'aide publique au développement passe forcément par une meilleure prise en compte des attentes des populations à la base. Voilà tout le sens de cette visite du ministre délégué chargé du développement de la République française à la Société malienne du patrimoine de l'eau potable. Pascal Canfin était venu voir l'état d'avancement des travaux du projet de renforcement de l'alimentation en eau potable de Bamako. Les travaux de ce projet, arrêtés en mars dernier à cause des événements politico-sécuritaires, vont reprendre dans les plus brefs délais. Dans quelques mois maintenant, il y aura donc une nouvelle station de pompage en fonctionnement qui permettra de donner de l'eau à 100 000 personnes en plus à Bamako, et on sait que c'est un des besoins fondamentaux à satisfaire aujourd'hui. Le projet, qui est situé dans le quartier Missabougou, en commune 6 district de Bamako, permettra de produire environ 12 000 mètres cubes d'eau par jour, de quoi satisfaire les besoins en eau de plus de 200 000 Bamakois. Ce programme d'un coût de plus de 7 milliards de francs CFA devrait s'exécuter en 2 phases. La première, qui était relative à la production de 12 000 mètres cubes d'eau par jour, a été exécutée à 100%. Quant à la deuxième phase, elle concerne la construction d'un réservoir de 6 000 mètres cubes d'eau et du réseau hydraulique de 60 km. Nous sommes dans le concret, c'est-à-dire que quand on parle en France, en Europe, d'aide publique au développement, il faut toujours illustrer ce à quoi ça sert. Et aujourd'hui, je vois tout l'intérêt qu'il y a à financer des équipements pour apporter l'eau potable, encore une fois, à la population de Bamako. Au cours de cette visite de terrain, Pascal Canfin a laissé entendre que son pays accompagnera le Mali dans ses efforts visant à faciliter l'accès des populations des régions du nord du Mali aux services sociaux de base. Une nouvelle rassurante et faisant suite à l'annonce par la France de la reprise de son aide publique au développement. Et le ministre français délégué chargé du développement était hier à Mopti, où il a rencontré les élus de la région. Les échanges ont essentiellement porté sur la coopération décentralisée et la reprise de l'aide française au développement, Un reportage de Moustapha Doumbia. Le principal sujet évoqué lors de cette rencontre entre le ministre français délégué au développement et les élus de la région de Mopti a été la coopération décentralisée. C'est justement dans ce cadre que s'inscrit cette visite du ministre Pascal Canfin dans la Venise malienne. La France a pris l'initiative avec l'Union européenne d'organiser au printemps une grande conférence internationale pour le développement du Mali, de façon à continuer à mobiliser l'intégralité de la communauté internationale au bénéfice du développement du Mali
et des régions limitrophes. Mais ce développement, il passe aussi par des actions liées à la coopération décentralisée et passe par les autorités locales que vous représentez. Les élus de la région de Mopti ont remercié la France pour ses efforts en faveur de notre pays avant de témoigner les bons résultats enregistrés dans leur localité grâce au partenariat entre les collectivités françaises et celles de la région de Mopti. C'est le lieu ici de saluer la coopération française pour l'effort inestimable de l'Agence française de développement, de l'Association internationale des maires francophones, des ONG et l'ensemble des collectivités françaises dont les contributions actives ont permis la réalisation de certains de nos projets et programmes dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'agriculture villageoise, de l'environnement. Avant de quitter la Venise malienne, le ministre français délégué au développement a visité la grande mosquée de Mopti, le centre d'architecture en terre et l'alliance franco-malienne, a signalé la présence des ministres chargés de la santé et de l'action humanitaire du Mali, ainsi que des représentants des ambassades de France et de la Belgique au Mali lors de cette visite. L'épouse du président de la République par intérim, Traoré Mintou Doucouré, quitte Bamako ce mardi pour Séoul en Corée du Sud où elle prendra part au sommet mondial sur la paix, la sécurité et le développement durable. Et juste après le sommet, Madame Traoré et sa délégation se rendront à Tokyo pour une séance de travail avec les autorités communales de Nara City et des ONG japonaises. L'audience de confirmation des charges contre Laurent Gbagbo s'est ouverte ce mardi à La Haye. L'ancien président ivoirien est soupçonné d'avoir été co-auteur indirect de 4 chefs d'accusation de crimes contre l'humanité. Cette audience de 10 jours doit permettre au juge d'examiner si les éléments de preuve rassemblés par l'accusation sont suffisamment solides pour permettre plus tard la tenue d'un procès. Une audience qui sera très suivie à Abidjan, notamment par les partisans de Laurent Gbagbo. C'est une audience cruciale pour Laurent Gbagbo qui s'est ouverte ce mardi devant la Cour pénale internationale. L'audience dite de confirmation des charges. 10 jours qui vont permettre de déterminer si le dossier est assez solide pour organiser le procès de l'ancien président ivoirien. Après des mois d'enquête, l'accusation s'est concentrée sur 4 dossiers, au premier rang desquels la répression de la marche des femmes à Abobo. Ce 3 mars 2011, elles sont plusieurs centaines à réclamer le départ de celui qui s'accroche alors au pouvoir. Les forces pro-Gbagbo tirent à balles réelles. Il y aura 7 morts. L'accusation estime que Laurent Gbagbo est le co-auteur indirect de ces violences, comme pour la répression de la marche de l'opposition sur la radio-télévision ivoirienne ou le bombardement du marché d'Abobo, ou encore les exactions perpétrées par ses partisans à Yopougon. Pour l'accusation, ces violences revêtaient un caractère généralisé et systématique dont Laurent Gbagbo porte la responsabilité. Faux, répondent ses partisans. Depuis Abidjan, ils suivront l'audience de près. Je vous dis que c'est un procès politique. À partir de ce moment-là, nous nous attendons à tout. Si on ne libère pas Gbagbo, il ne peut pas avoir de paix en Côte d'Ivoire. C'est clair, c'est net. À la fin de cette audience de confirmation des charges, les juges de la CPI auront 2 mois pour se prononcer. Et puis, cette nouvelle qui est tombée aujourd'hui, le Premier ministre tunisien a démissionné. Hamadi Jebali a remis ce mardi 19 février sa lettre de démission au président Monsef Marzouki, une démission qu'il évoquait déjà depuis plusieurs jours. Hamadi Jebali avait annoncé ce lundi son échec à mettre en place un gouvernement de technocrates comme il le souhaitait depuis le meurtre il y a 10 jours de l'opposant Chokri Belaïd. Retour à l'actualité nationale. Vous le savez, bientôt, la zone aéroportuaire accueillera la raffinerie d'or du Mali. Le 11 février dernier, la parcelle a été octroyée au ministère des Mines. La raffinerie portera le nom de Kankou Moussa. Ce mardi, le contrat de bail de 5 ans a été signé entre les opérateurs suisses et le gouvernement. Les travaux vont durer environ 18 mois pour près de 6 milliards de francs CFA. Reportage de Agali Agissa. La signature de ce contrat de bail d'une parcelle de 5 hectares sise à Bamako amorce les démarches de construction d'une raffinerie d'or au Mali.
Cette convention autorise un consortium d'opérateurs suisses et la Chambre des mines du Mali à investir près de 6 milliards de francs CFA pour la transformation de l'or sur place. Concrètement, dans un premier temps, on va construire la raffinerie. En même temps, on va viabiliser donc le terrain qu'on nous a octroyé ce matin pour pouvoir développer sur, on va dire, maximum 18 mois, la totalité des activités de la filière or, qui sont l'affinage de l'or au sens propre, donc le traitement de l'or au sein de la raffinerie, mais aussi tout ce qui est valeur ajoutée de cette matière au niveau des activités connexes. Activités connexes, c'est-à-dire qui portent sur 3 volets. Le volet des laboratoires pour l'analyse des pierres précieuses. Ensuite, un deuxième volet d'activités connexes, c'est la fabrication, c'est la taille des pierres précieuses. Il faut des ateliers qui vont faire des types de tailles, la taille pour le marché asiatique et la taille pour le marché européen. Et enfin, une joaillerie qui va s'adonner évidemment à la fabrication des bijoux de haut de gamme. La réalisation de ce projet permettra de booster l'économie malienne tout en assurant le contrôle de la production en or dans notre pays. L'optimisation de la filière or au Mali est un défi que le Mali doit relever en développant un partenariat public-privé, en allant dans le sens de la diversification, de la transformation de l'or et des autres produits miniers en vue d'apporter des valeurs ajoutées. Cette valeur ajoutée permettra de dissiper l'imaginaire autour de l'or. À qui bénéficie l'or? Au Mali, en facilitant l'accès direct des populations aux produits transformés et en créant des emplois propres. La pose de la première pierre des travaux de construction de cette usine est prévue pour le 28 février prochain dans la zone aéroportière de Bamako-Senou. 21e session du Conseil de l'Office de la Haute-Vallée du Niger. C'était ce matin. Les administrateurs font l'examen du procès verbal de la dernière session et passent en revue le plan de campagne 2013-2014 et son budget. Reportage de Nando Dambeli. La campagne agricole 2012-2013 qui vient de s'achever a été marquée par une pluviométrie abondante bien répartie dans le temps et dans l'espace en zone OHUN comme sur toute l'étendue du territoire. Cette situation, en plus de l'amélioration de l'approvisionnement des producteurs en intrants, a occasionné une production céréalière, notamment celle du maïs, satisfaisante. C'est pourquoi les responsables de la structure ont placé la présente session sous le signe de la relance des activités. Le conseil d'administration de l'Office de la Haute-Vallée du Niger cette année, c'est dans le contexte d'abord de la consolidation des efforts que nous avons menés pendant la période beaucoup plus difficile. Alors nous avons quand même travaillé avec les producteurs l'année dernière pour faire augmenter la production agricole. Nous pensons aujourd'hui que l'autosuffisance alimentaire est atteinte dans notre zone dans la globalité. Cependant, les populations de la zone de l'Office de la Haute-Vallée du Niger sont en proie à des problèmes de sécurité alimentaire du fait des pressions exercées par l'orpaillage sauvage devenu un fléau auquel il faut trouver des remèdes. Il est important que les responsables de l'OHVN, en synergie avec les autres intervenants du secteur, déploient des efforts pour assurer la véritable promotion des filières. Cela permettra à la direction de l'OHVN d'honorer ses engagements avec les différents partenaires, notamment la société française Huileries Émile Noël, Yves Rocher et autres. Ce qui nécessite un budget prévisionnel de 10 milliards 250 millions de francs CFA contre 9 milliards 997 millions en 2012. Je vous l'annonçais en titre, l'axe routier Bamako-Gao a été rouvert au trafic, au grand bonheur des populations qui peuvent ainsi retrouver leurs parents. À l'arrivée des premiers cars à Gao, nos envoyés spéciaux Massa Doumia et Dada Sidiki Diarra étaient présents. Leur reportage. Fini désormais le statut de déplacé pour ces habitants de Gao. Après avoir passé 10 mois au sud, nos compatriotes du nord sont plus que jamais heureux de se retrouver parmi les leurs. La ville de Gao a été libérée du joug des djihadistes le 26 janvier dernier par les forces maliennes, françaises, tchadiennes et nigériennes. Sous le contrôle des terroristes sans foi, la police islamique s'est distinguée par la dureté des châtiments infligés à la population. Ces actions ont poussé près de 48 millions
2800 habitants de Gao à rejoindre le sud. Mais aujourd'hui, ces populations qui retournent remercient les forces françaises et maliennes. Je commence par remercier le bon Dieu de nous avoir montré ce grand jour-là, du premier convoi qui quitte les régions du sud pour la région de Gao. Effectivement, je suis parti de Gao depuis avril 2012 et ce n'est qu'aujourd'hui que je reviens. Donc pour moi, c'est un sentiment de joie et de grande satisfaction à une dimension qu'on ne peut pas qualifier. Certains passagers appellent nos compatriotes à la cohésion sociale et surtout à ne pas faire d'amalgame. Le message que je veux lancer, c'est qu'il faut être prudent, vigilant et coopérer avec surtout nos forces armées et sécurité et surtout ne pas faire l'amalgame. Fin de chômage aussi pour les vendeurs au poste de contrôle de Wabaria. Ceux-ci ont commencé à se frotter les mains après 1 mois et demi d'inactivité due à l'arrêt du trafic sur le tronçon Sévaré-Gao. Les contributions à l'effort de guerre se poursuivent. Le président de la République par intérim a reçu ce jour 15 millions de francs CFA et 2 tonnes de riz, un don remis par différentes associations. Le reportage de Bourama Traoré. Pas de répit pour les dons en faveur de l'armée malienne. 11 millions et demi de nos francs et 2 tonnes de riz, c'est la contribution de 2 associations à l'effort de guerre. Il s'agit de Guidi Makan Dakan des Maliens de France et de Djaoura Kafo. 2 gestes pour un but, soutenir l'armée dans sa mission de reconquête des territoires du Nord. Nous avons estimé que nous, en tant que ressortissants de Guidi Makan en France, que nous devons répondre à cet appel. Aujourd'hui, nous venons le matérialiser par une remise symbolique d'une contribution financière de 10 000 euros, ce qui fait environ 6 560 000 francs CFA, accompagné aussi d'une enveloppe dont nous avons eu l'insigne honneur de transmettre au président, de 570 000 francs de la part des fidèles de la mosquée du 75 rue Petit Pierre à Paris dans le 11e. On a donné de l'argent espèce ici, 5 millions, et des vivres qui portent sur 2 tonnes. Le balai des donateurs s'est poursuivi avec une délégation des ressortissants de Banamba. La délégation conduite par le député Amada Oussila est venue remettre au chef de l'État la somme de 5 millions de francs CFA. Outre le don, la délégation a tenu à remercier le président Traoré pour le déploiement d'un contingent de la MISMA à Banamba. La présence de ces militaires de nos frères du Nigeria à Banamba a fait notre cercle aujourd'hui un véritable havre de paix. Non seulement on n'a plus peur des rebelles, mais aussi même les bandits qui servaient dans notre cercle ont totalement disparu. Donc nous remercions infiniment le président Djungoula Traoré et tous ses homologues de la CEDEAO et même au-delà. Dernière délégation reçue par le président de la République par intérim, c'est celle des ressortissants de Kona dans la région de Mopti. La délégation est venue exprimer sa reconnaissance et surtout ses préoccupations au chef de l'État. Après la libération de la ville, l'heure est à la réhabilitation. Et nous avons eu des maisons qui ont été bombardées. Et tout ça, c'est la réhabilité. Et la ville actuellement est frustrée d'armes et d'obus et d'explosifs dans les rues qu'il faut ramasser. Donc la ville reste encore dans la peur. Et nous souhaitons que l'armée intervienne pour qu'elle puisse être assainie, cette ville-là. Et bien que des initiatives aient été prises par les populations locales, par la jeunesse et par les femmes. Un cri de cœur qui sera certainement entendu par le président Djambounda Traoré, pour qui la reconstruction des infrastructures détruites reste l'une des priorités de la transition. Retour dans nos régions, le contingent togolais basé à 100 quitte la région de Ségou demain pour Sévaré. C'est le gouverneur de Ségou qui l'a annoncé. Il était allé leur présenter ses condoléances après le décès d'un autre combattant togolais suite à un accident de la circulation. Dougou Fana Traoré. Ce contingent togolais fort de plus de 500 combattants s'apprête à quitter la région de Ségou dès ce mercredi pour celle de Moti. Basé au stade municipal de San depuis un peu plus d'un mois, le contingent togolais a participé aux côtés des troupes maliennes et françaises à la reconquête des territoires perdus et à maintenir la quiétude et la tranquillité à San à travers des patrouilles et d'autres opérations militaires. Encore remercier nos amis français, togolais, ici présents, qui sont venus au moment opportun pour nous aider à conquérir nos territoires occupés.
Les deux combattants togolais tombés au front des suites d'accidents de circulation routière les 30 janvier et 16 février 2013 a fortement attristé le peuple malien. C'est pourquoi nous tenons à dire à leurs frères d'armes que la région de Ségou ne les oubliera jamais. Vous dire que j'ai suivi avec beaucoup d'attention depuis votre arrivée tout ce que vous êtes en train de faire au niveau du cercle de sang, en cohésion avec la population, avec les responsables administratifs, pour les appuyer autant dans les patrouilles en ville et pour sécuriser les personnes et les biens. Quand la maison du voisin brûle, il est de coutume en Afrique qu'on lui apporte assistance. C'est ce que le Togo a fait, surtout que la CEDEAO est une seule famille. Nous n'avons pas eu de difficultés au niveau des contacts avec les autorités politiques, militaires de la région. Ici, nous travaillons en symbiose, en parfaite collaboration. Ça nous a permis aussi de faire normalement notre travail. Mais au-delà de tout ça, je vais aller directement vous dire que l'Afrique, surtout la CEDEAO, nous sommes devenus un. Nous devons travailler ensemble. Un membre, un pays de la CEDEAO qui a des problèmes, c'est toute la CEDEAO qui a des problèmes. Parce que économiquement, nos zones ne sont pas viables en entité isolée. La visite des troupes a mis fin à cette cérémonie. Tenue à Ségou de la réunion sur le développement économique de la 4e région, la rencontre était axée sur l'étude d'un certain nombre de projets dans les domaines de l'élevage, de l'agriculture et de l'industrie. Brahima Koné pour les détails de la rencontre. Les responsables des services techniques, des ONG, les préfets, les sous-préfets ou leurs représentants s'étaient réunis ce mardi pour échanger sur le développement économique de la 4e région. Cette réunion a porté essentiellement sur l'examen de la faisabilité d'un certain nombre de projets dans divers domaines. Ces projets s'inscrivent dans la droite ligne des activités de la région, à savoir des activités agricoles, par exemple la valorisation de nos produits locaux tels que l'échalote, tels que le bétail viande, tels que les masques et marionnettes dans le domaine de la culture. Les acteurs du développement économique régional de Ségou ont le soutien du pacte GIZ et l'Union européenne. L'objectif recherché, c'est le développement de la région, c'est les responsabilités des collectivités. La décentralisation a comme objectif principal de permettre aux populations elles-mêmes de s'inscrire dans la droite ligne de leur propre développement. Cette réunion se veut un cadre du donner et du recevoir. Elle permet aux uns et aux autres d'exprimer leurs préoccupations et de formuler des suggestions pour l'atteinte de l'objectif global qu'est le développement économique régional. Et du nouveau dans vos kiosques avec la parution aux éditions Djamana d'un nouvel ouvrage intitulé Une si troublante affaire du jeune Oumar Sidibé, le plus jeune auteur du Mali. Il n'est âgé que de 18 ans, a obtenu son bac en 2011. L'ouvrage porte sur la vie d'un professeur d'université se donnant une carrière politique mais confronté à des épreuves familiales de toutes sortes. Pour en savoir plus, lisez tout simplement Une si troublante affaire du jeune Oumar Sidibé, paru aux éditions Djamana. Voilà, ce journal se referme. Merci de votre aimable attention. Le programme se poursuit sur l'ORTM avec tout à l'heure votre émission La Ligne de Front présentée par Abbas Pambogouri Traoré. À suivre également le journal des formations avec Amadou Sankaré. Bonne soirée sur l'ORTM. L'information continue sur notre antenne et sur notre site www.ortm.ml. Demain 10h-13h, Sira Bachili, j'aurai le plaisir de vous retrouver dans les éditions du soir. Merci et bonsoir à tous.